Dès le début de la pandémie, les médecins généralistes sont bien évidemment eux aussi en première ligne. Plus de 80% des patients touchés par le Covid-19 sont pris en charge par la médecine de ville. Les généralistes sont face à une situation qui modifie leurs pratiques et les met eux aussi en situation de risque personnel. À ce propos, plusieurs médecins du secteur ont été détectés positifs. Méga Info Régivision est allé à la rencontre d'un médecin généraliste du secteur thionvillois, le docteur Bertrand Mayer, afin de recueillir son ressentir face à la crise sanitaire et de quelle manière il le vit au quotidien dans sa pratique de la médecine. De quelle manière avez-vous vécu le début de la pandémie et comment vous êtes organisé? Modification des locaux éventuels, hygiène sanitaire, rendez-vous, téléconsultation? Quels sont les dispositifs que vous avez pu mettre en place? Difficile parce qu'en fait, c'était une maladie qu'on ne connaissait pas. Et donc la grosse difficulté, c'est de se mettre à jour tous les jours pour pouvoir s'adapter à la maladie. Par exemple, au départ, on avait laissé les revues dans la salle d'attente. Et puis très rapidement, au bout d'un jour ou deux, on s'est dit, ben non, c'est un dépôt pour les microbes ou les virus, donc il va falloir enlever les revues. Par exemple, au départ, on lavait le nez des gens. On disait, ben, lavez-vous le nez pour être sûr que ça ne descende pas. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ça pouvait aggraver le Covid. Au départ, on mettait des anti-inflammatoires. Et très rapidement, on a dit, ben non, on ne met plus d'anti-inflammatoires. Donc en fait, c'était une maladie spéciale, puisque très rapidement, et tous les jours, il y avait des nouvelles données et des nouvelles données. Et donc ça a été ça la difficulté pour les médecins, c'est de se mettre à jour tous les jours ou presque pour pouvoir s'adapter à la maladie et l'évolution de la maladie. S'adapter en effet également au niveau des consultations en mettant en place une téléconsultation en plus des rendez-vous que pratiquait déjà le cabinet du docteur Mayer. Bon, dans notre cabinet, on n'a pas eu trop de problèmes parce qu'on a toujours été en rendez-vous, donc les gens pouvaient prendre rendez-vous. Très rapidement, nous nous sommes mis en téléconsultation pour les gens qui ne voulaient pas se rendre au cabinet, donc on a pu résoudre beaucoup de problèmes grâce à la téléconsultation. Et ça, pour une fois, la Sécurité sociale s'est mise à jour tout de suite en disant vous pouvez faire la téléconsultation pas seulement par Internet, mais aussi par téléphone. Donc pour les petites grand-mères, ça posait beaucoup de problèmes. Et ben, le fait de faire par téléphone, ça recrée du lien social facilement. Il est à noter que 486 369 téléconsultations ont été enregistrées par l'assurance maladie pendant la semaine du 23 au 29 mars. Avant le confinement, l'assurance maladie n'en recensait que 10 000 par semaine jusque début mars. Donc en gros, on avait, on va dire, 30 actes en consultation, 10 actes en téléconsultation. Hein, donc c'était un 3/4, 1/4. Alors je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui ont travaillé qu'en téléconsultation, qui ont fait plus du tout de consultation, mais c'était quand même lié à des modes de travail. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui reçoivent les gens dans leur salle d'attente, où il peut y avoir 20, 30 personnes dans une salle d'attente. Nous, il y a une personne dans la salle d'attente. Donc les gens étaient rassurés, ils pouvaient venir facilement en leur disant, ben voilà, vous venez à telle heure, et au pire, s'il y avait trop de monde, par exemple 2-3 personnes, on leur disait, retournez dans votre voiture, on vient vous chercher quand c'est votre tour. Donc ce qui nous a permis à nous de continuer à faire des consultations quasiment normales et depuis le début, continuer à suivre le diabète, la tension, les maladies graves, quoi. Quelle a été l'importance de la pandémie au sein de vos patients concernant votre secteur? Donc dans notre cabinet, pendant presque un mois, on a eu entre 10 et 15 Covid par jour. On a pu en tester pas beaucoup, parce qu'en fait, dès que ça n'avait pas de facteur de risque grave, on ne faisait pas la détection. En fait, on s'est amusé à surveiller, on a à peu près les chiffres nationaux. J'ai 1 ou 2 cas de décès dans les EHPAD, j'ai 5 patients qui sont allés en réanimation, et une dizaine de patients qui sont allés en secteur Covid, c'est-à-dire c'est à l'hôpital sous oxygène, mais pas en réanimation avec l'intubation. Donc on reste tout à fait dans des chiffres nationaux. La bonne nouvelle, c'est que depuis les vacances, depuis le week-end de Pâques, on n'a plus 10, mais plutôt 2 ou 3 Covid par jour, mais on en a encore. Hein. Et après, il y a tout le suivi des gens qui sont encore malades. Et ce matin, j'ai eu encore 4-5 coups de téléphone de suivi. Et à propos de suivi, un protocole s'est mis en place, un questionnaire qui d'ailleurs se peaufine au gré que l'on connaît mieux l'ensemble des symptômes. On a un protocole de suivi pour le Covid qui est une petite feuille où tout est bien explicite. Donc je vous montrerai un exemplaire. Et là, en fait, on pose les questions et on suit le protocole. Donc, est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez des suées? Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez des dyspnées? Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous avez de la diarrhée? Et en fait, c'est 2 symptômes qui sont apparus plus récemment. Donc, c'est l'anosmie, donc ne pas d'odeur, pas de goût. C'est l'anosmie agueusie. Et les symptômes céphalée, mal de gorge, dysphonie.
et surtout les symptômes digestifs. Et ça, on ne connaissait pas du tout au départ. Et donc maintenant, en suivant le protocole, avec le nombre d'items qui sont positifs ou pas, on peut deviner si c'est vraiment un Covid ou pas. On peut surtout se poser la question si c'est un Covid grave, c'est-à-dire un Covid pulmonaire, en les faisant compter jusqu'à 10 et en voyant s'il y a une détresse respiratoire, en cherchant s'il y a des symptômes accompagnants, avec la toux, avec surtout la polypnée, c'est-à-dire si on respire plus que 20 fois par minute. Et donc avec ce genre de symptômes, par téléphone, on peut très bien déterminer si l'évolution est bonne ou si l'évolution n'est pas bonne. Et au moindre doute, on fait faire un scanner, parce qu'en fait, c'est quand même le scanner qui donne le diagnostic à 95%. Alors que les tests dans le nez ou salivaire, en fait, c'est 60% de résultats positifs qui sont enfin, plus exactement. Quand on est positif, mais quand on est négatif, 60% des résultats peuvent être bons, mais 40% c'est des faux négatifs. Donc en fait, on dit aux gens, vous inquiétez pas, vous avez rien, alors qu'ils ont vraiment le Covid. Donc le vrai test, c'est le scanner s'il y a un truc pulmonaire, et bientôt, la sérologie quand on pourra la faire. Bien sûr, la grande question demeure en ce moment le déconfinement et ses modalités, y compris le dépistage mené d'une façon beaucoup plus large, et pour quel type de test selon leur fiabilité. Il faudra bien un jour ou l'autre envisager le déconfinement, mais je n'ai pas les informations nécessaires. Il y a assez de grands virologues en France, parce qu'en ce moment, il y a 60 millions de Français et 50 millions de virologues. Donc il faut savoir dire, je ne sais pas. Il faut savoir dire, on verra bien l'évolution. Je pense qu'il faut tester dans certaines régions. Il y a des trucs où on va rester prudent. Par exemple, les gens à risque, les gens de plus de 70 ans, les gens qui ont des maladies évolutives. On va essayer de faire un confinement un peu plus long, ce qui paraît logique. Mais ce qui manque, à mon avis, c'est de faire des sérologies à tout le monde, comme ont fait nos voisins allemands, parce qu'on est proche de l'Allemagne. Et les Allemands ont dit, ils ont utilisé une autre technique que nous. Ils ont fait des tests à tout le monde. Et dès que vous étiez positif, on vous dit on vous confine et surtout vous ne contaminez pas les autres. Donc ils ont eu moins de cas que nous et ils font des sérologies assez facilement. Pour l'instant, les premiers tests ont été faits dans les EHPAD à Nancy, parce que c'était un laboratoire nancéen qui avait acheté le robot pour faire les tests. La plupart des laboratoires biologiques commencent à s'équiper, mais là aussi c'est encore un truc, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est de la science et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs sortes de tests sérologiques et tous ne sont pas très fiables. De la même façon que le test PCR dans le nez n'est pas toujours fiable, les tests sérologiques ne sont pas tous très fiables. Et donc, on espère qu'on aura les bons tests, on espère qu'ils seront fiables, on espère qu'ils seront rapidement fiables. Donc, on va essayer de faire pour le mieux, et on espère que les sérologies vont être faciles à faire, et puis qu'on puisse avancer, quoi. Et concernant l'après-crise sanitaire, est-ce que le Covid va laisser une trace pour le médecin, tant d'un point de vue humain que sur la façon même de pratiquer la médecine ? On avait des revues dans les salles d'attente, il n'y en a plus. On donnait des bonbons aux enfants, on n'en donne plus. On donnait des petits jouets aux enfants, on les laissait jouer avec des petits jouets, on ne le fait plus. Donc c'est sûr qu'on va avoir du mal à refaire la bise au bébé. Souvent, je donnais un bonbon à une petite fille, elle me faisait un bisou pour me remercier que je vais avoir donné un bonbon. Là, ça fait longtemps que j'ai plus eu de bisous d'enfant, quoi. Donc ça, c'est sûr que on va apprendre à plus se faire des câlins, ou se faire des câlins en se touchant les pieds, puis en se faisant des bisous, ça c'est sûr. Après, dans la pratique de notre médecine, on s'est rendu compte qu'il fallait être parfois un peu plus prudent, qu'il fallait pas vivre sur ses acquis, qu'il fallait se remettre en question tout le temps. Oui, c'est sûr que là, ça change quelque chose dans notre mode de vie, puisqu'on va se remettre en question tout le temps, quoi. Et outre le fait de dire, par rapport aux médicaments, est-ce qu'il faut qu'on soit vraiment dépendant des Chinois ou pas pour la fabrique de certains médicaments, j'espère que nos autorités se sont bien rendues compte que le fait d'avoir délocalisé la fabrication des médicaments, c'était quand même pour le moins une bêtise et peut-être un peu plus. Parce qu'on n'est plus maître de notre situation, quoi, hein. On voit bien ce qui se passe avec les masques, on voit bien ce qui se passe avec certains médicaments. Qu'on soit en déficit de curare pour endormir les gens en réanimation, c'est quand même une catastrophe nationale, quoi. Donc il faut vraiment maintenant qu'on se recentre sur ce qu'on peut faire ou pas faire et ce qu'on peut refaire en Europe ou en France et pas être dépendant des Chinois pour tout, quoi. Tout de même, une note d'espoir, le nombre de personnes hospitalisées sortant de réanimation est en augmentation. C'est le cas de 37 409 personnes pour le moment, de par la France, en espérant le même constat en local. Et on a de plus en plus de bonnes nouvelles. De tous nos patients hospitalisés, sur les 5 qui étaient en réanimation, il n'y en reste plus qu'un. Les gens ressortent de la réanimation, et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, ils sont quand même très affaiblis, très amoindris, mais tout l'entourage et nous-mêmes reprenons du moral parce qu'on voit ces gens qui ressortent de la réanimation.
Les gens qui sortent de l'hôpital, on voit aussi beaucoup de gens qui vont nettement mieux et qui, on les a revus, je les ai revus au cabinet et on voit que ça va mieux. La difficulté c'est que c'est pas fini. Les gens ont tendance à oublier que ça y est, les gens sortent de l'AREA. Le Covid dure plusieurs semaines et donc c'est pas fini et il faut rester prudent mais optimiste. Là c'est parfait, on entend bien que la base des poumons est propre et la bonne nouvelle c'est qu'elle n'a même pas dans les bronches, donc vous n'avez pas eu le Covid.